Alors donc l'exposition Pompéi, un récit oublié, donc elle dure jusqu'au 6 octobre et elle permettra aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir Pompéi et puis évidemment l'épisode de l'éruption, mais avec un regard aussi un peu plus inédit et original. Bien évidemment, on a des sections qui sont en général très attendues par les visiteurs autour de ce thème, donc par exemple une section sur la vie quotidienne à Pompéi avant l'éruption, avec de très beaux objets qui étaient dans les maisons, de la vaisselle en bronze, des sculptures d'agrément qu'on pouvait trouver dans les jardins, et puis évidemment une dernière section qui détaille aussi les différentes phases de l'éruption et qui permet aussi de découvrir les fameux moulages qui ont été réalisés au XIXe siècle par l'un des directeurs des fouilles, qui était Giuseppe Fiorelli, et qui sont vraiment saisissants puisqu'ils montrent les Pompéiens saisis par la mort dans leurs derniers instants. Et donc indépendamment de ces deux sections, que je dirais assez classiques quand même sur le sujet, on a aussi une introduction et une première section qui développent vraiment un regard original, puisqu'on a une première section qui est centrée en fait autour de la source principale littéraire qui est connue sur l'éruption, qui sont les deux lettres que Pline le Jeune a envoyées à l'historien Tacite et qui relatent notamment la fin de son oncle Pline l'Ancien, qui était amiral de la flotte de Misène et qui a donc conduit une expédition, une tentative d'expédition de sauvetage à destination des civils qui se trouvaient sur les côtes de la baie de Naples lors de l'éruption. Il en est d'ailleurs mort, donc c'est un acte qui est rapporté comme un acte héroïque par Pline le Jeune, et c'est aussi un témoignage qui va donner pour le visiteur quelque chose de déjà très vivant et qui va permettre de l'impliquer vraiment dans les événements qu'on va lui raconter par la suite. Alors c'est un récit qui est aussi intéressant parce qu'il permet aussi de parler de la flotte de Misène et de mettre en relief l'une des fonctions de cette flotte alors que la mer Méditerranée était pacifiée, qui était aussi de porter secours aux civils. Donc dans une seconde partie, on va s'intéresser aussi à la puissance maritime de Rome, à la façon dont elle a mis en place aussi une suprématie militaire et commerciale à l'échelle de toute la Méditerranée, et donc c'est une partie plus généraliste. Alors elle est très intéressante parce qu'elle permet justement de présenter des objets, des éléments notamment de bateaux qui sont issus de fouilles sous-marines relativement récentes, donc des fouilles du port de Naples, mais aussi des fouilles qui ont eu lieu dans les îles Égades sur le site de la bataille qui est la dernière grande bataille de la première guerre punique. Alors ici, on se trouve devant un portrait de l'empereur Titus qui accède au pouvoir en 79 après Jésus-Christ, donc seulement quelques mois avant l'éruption de Pompéi, qu'on situe, on en parlera en août ou en octobre 79. Donc il est important évidemment pour l'histoire de Pompéi, puisque c'est l'empereur qui est allé sur les lieux quand la catastrophe s'est produite, mais il est important aussi pour notre personnage dans la première section qui est Pline l'Ancien, puisque c'est un ami de Pline l'Ancien, il l'a connu au service militaire, au cours de sa carrière militaire, et puis c'est aussi le fils de l'empereur Vespasien qui est également ami et protecteur de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, on le connaît beaucoup, notamment les latinistes et les amateurs de littérature latine, puisqu'il est connu comme naturaliste et écrivain, mais avant tout c'est quelqu'un qui a fait carrière dans l'administration et dans l'armée, et notamment puisque nous sommes à Nîmes, il a aussi eu une carrière administrative en Gaule narbonnaise, et il finit sa très belle carrière à la tête de la flotte de Mycène, qui est un poste très important, et il fallait évidemment avoir de fortes connexions avec les milieux du pouvoir, et Titus est vraiment le protecteur de Pline l'Ancien. Alors là, on se trouve devant un relief qui provient d'un monument funéraire d'époque augustéenne et qui a l'intérêt de présenter une trirème, donc un bateau militaire, une embarcation militaire. Donc on les appelait aussi d'après le nombre de leur rang de rames, donc quinquérème, 5 rames, trirème, 3 rangs de rames, etc. C'est ce qu'on voit ici, 1, 2, 3, il faut bien le distinguer évidemment. Donc c'est bien sûr une représentation très simplifiée,
on n'est pas dans un schéma de représentation réaliste, mais on distingue quand même des composantes intéressantes. Ici, on voit les rameurs que normalement on ne voyait pas. Là, c'est un artifice de représentation qui fait qu'ici, ils sont représentés. Et les rameurs, donc leur cadence, leur rythme était imposé par un coordinateur qu'on voit ici. Et ici, à la poupe du bateau, vous voyez le commandant du navire qui est représenté ici, manœuvrant le gouvernail. Et puis, alors, élément très important dans les navires militaires, vous avez l'arme, une des armes principales des combats navals qui se trouve représentée ici, à la proue du navire, qui est le rostre. Alors, en fait, le rostre, c'est un éperon en bronze qui était destiné à faciliter l'abordage et la prise du bateau. Donc, le bateau attaquant arrivait en général à l'oblique ou en perpendiculaire du vaisseau ennemi et attaquait soit la coque, soit les rangs de rames pour l'immobiliser et ensuite l'aborder. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition, justement, on a un rostre en bronze. Alors, pour l'instant, c'est un moulage, mais à la fin du mois, le rostre en bronze qui arrive de Sicile sera présent dans l'exposition et c'est une découverte vraiment exceptionnelle qui a eu lieu au large des îles Égades, sur le site de la bataille des îles Égades qui a eu lieu en 241 avant Jésus-Christ et qui a opposé les Carthaginois et les Romains. Et donc les fouilles ont eu lieu depuis les années 2005 avec aussi la mise en œuvre d'une technologie de pointe. Donc tout le secteur a été fouillé sur environ 350 km² et on a remonté notamment 19 rostres en bronze, ce qui est vraiment exceptionnel, une dizaine de casques aussi du type Montefortino et tout un certain nombre d'éléments qui appartenaient aux embarcations. Donc ce qui est intéressant, c'est que le rostre des îles Égades qu'on présente dans l'exposition a aussi une inscription qui est en réalité le certificat qui vraiment est donné par le questeur pour certifier la qualité d'exécution de l'objet. Il faut savoir aussi que ces rostres-là ont été financés par les grandes familles qui ont prêté de l'argent pour réaliser ces objets qui étaient extrêmement importants et qui étaient vraiment des armes de destruction majeures lors des combats navals. Alors après, il faut savoir aussi qu'il y a eu d'autres types d'armes, par exemple l'Arpax qui a été mise au point par Agrippa et utilisée notamment lors d'une autre grande bataille, la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Et donc en fait, c'est un type de baliste qui permettait de lancer un grappin et de harponner le bateau ennemi, de le haler vers le bateau attaquant et évidemment de le prendre à l'abordage ou de briser la coque selon la stratégie qui avait été choisie. Alors, on se trouve devant un objet qui est assez intéressant puisqu'il s'agit d'un diplôme militaire, donc là qui a été octroyé en l'occurrence à un certain Camélius qui servait dans une cohorte urbaine à Pouzzoles, donc dans la baie de Naples. Si vous voulez, on donnait ce type de diplôme, de certificat en fin de carrière, en moyenne au bout de 25 ans de carrière aux militaires, et c'était très important, c'est pas simplement un objet honorifique, il ouvrait des droits pour le soldat qu'il recevait, puisque par exemple pour ceux qui n'avaient pas la citoyenneté romaine, il offrait l'accès à la citoyenneté romaine ou à d'autres droits comme par exemple le mariage. Et donc le document officiel qui regroupait les noms de tous les soldats concernés était affiché à Rome sur le mur du temple d'Auguste Divinisé, sur le forum, mais le soldat pouvait faire la demande à l'administration impériale d'avoir son propre duplicata qui en général était scellé en présence de témoins, de 7 témoins. C'était vraiment une procédure particulière, précise. Là, vous voyez 2 trous au milieu de la tablette. Alors justement, il y avait une deuxième tablette. Diplôme, c'est issu du grec diploma, double. Il y avait deux documents donc, qui étaient scellés, qui étaient liés par une corde ou un petit fil de fer. Voilà, donc document aussi intéressant.
Alors là, on se trouve devant une vitrine qui présente un certain nombre d'objets qui décoraient les intérieurs des riches demeures pompéiennes et qui font écho, pour certaines d'entre elles, à la vie aussi de la cité. Là, par exemple, on a un vendeur de hors-d'œuvre, de petits pains, qui pouvait être un vendeur de rue. Et là, c'est amusant, puisqu'on pouvait le trouver justement dans la maison et disposer des petites choses. On pouvait le trouver près des tables de banquet. Donc c'est vraiment un élément assez... Alors ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il est quand même caricaturé, puisqu'il est quand même assez pris à pic, si vous le regardez attentivement. Voilà, donc c'est aussi une très jolie œuvre d'art, et c'est des objets qui étaient coûteux. Et c'était bien sûr aussi des objets de nature ostentatoire, qui montraient aussi le statut du maître de maison lorsqu'il recevait. Alors là, c'est vrai que vous voyez des objets qui sont vert de gris, donc c'est vrai qu'en général, le grand public s'imagine que c'était la couleur originelle de ces bronzes-là. En réalité, c'est faux. C'était des bronzes qui avaient la couleur aujourd'hui un petit peu du laiton, si vous voulez. C'est quand même une couleur dorée. C'était un alliage qui avait quand même en général une forte proportion d'étain. Et donc, c'était des objets clairs et dorés qui n'avaient pas du tout l'aspect qu'on leur voit aujourd'hui. Parfois, pour les objets les plus précieux, vous aviez aussi des incrustations d'autres métaux, par exemple de l'argent ou du cuivre, qui jouaient sur les couleurs et les contrastes et en faisaient vraiment des objets, disons, qui relevaient de l'artisanat d'art et qui étaient des objets très précieux, effectivement. Alors ici, on se trouve devant la reproduction d'un relief qui a été découvert dans la maison de Caecilius Iucundus, qui était un riche homme d'affaires pompéien, et alors qui est très intéressante de par son sujet et son iconographie, puisqu'elle semble représenter le tremblement de terre de 62 après Jésus-Christ, qui a précédé, donc qui est un signe avant-coureur de l'éruption de 79. On voit les bâtiments publics agités, penchés, agités par les secousses du tremblement de terre. On voit aussi sur la droite certains habitants qui mettent à l'abri le bétail. Alors tout ça est représenté de manière très stylisée, très simple, assez rustique, mais c'est un témoignage vraiment très intéressant. Et il faut savoir qu'à l'époque, le Vésuve n'était pas considéré comme un volcan. On connaissait les phénomènes de volcanisme, par exemple en Sicile, mais on pensait que le Vésuve était une montagne, et surtout on ne faisait pas du tout le lien entre les tremblements de terre qui étaient réguliers dans cette zone de l'Italie et puis un éventuel risque d'éruption volcanique. Alors ces moulages, ils ont été réalisés donc au XIXe siècle à l'instigation de l'un des directeurs de fouilles, Giuseppe Fiorelli, qui a compris que les cavités qu'il découvrait dans les couches de pierre ponce solidifiées correspondaient en réalité aux négatifs des corps de Pompéiens saisis par la mort lors de l'éruption. En réalité, ce qui s'est produit, c'est que la cendre s'est solidifiée sur ces corps peu après la catastrophe, et que donc les corps, si vous voulez, avant leur décomposition, ont été moulés par cette couche de cendres volcaniques. Donc l'idée de Fiorelli, c'est, après avoir fait évacuer les gaz de décomposition des corps, de verser du plâtre dans les cavités, sachant que les ossements ou tous les objets, les bijoux par exemple, que pouvaient porter les victimes de l'éruption étaient prises dans la gangue de plâtre. Et donc on a, une fois qu'on casse la couche de pierre ponce volcanique, accès à ces moulages qui nous restituent l'apparence des Pompéiens au moment de leur mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des détails vestimentaires. On voit la manière dont ils pouvaient être habillés et puis la manière dont ils sont morts. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a choisi de continuer cette technique, mais en remplaçant le plâtre par une résine translucide qui permet de voir ce qu'on conserve à l'intérieur, et notamment les ossements, les éventuels accessoires, bijoux, boucles de ceinture, etc. Et là, on a accès aussi à des éléments qui étaient perdus dans les plâtres de Fiorelli, ou qui ont tout simplement été retirés, ce qui est un petit peu dommage.
Alors effectivement, il y a depuis de nombreuses années un débat sur la date exacte de l'éruption qui a été relancé ces derniers temps par une découverte récente à l'automne. En fait, il y a un certain nombre d'indices qui faisaient pencher un grand nombre de spécialistes pour une datation à l'automne, sachant que la source principale littéraire, donc on a évoqué en première partie, donc Pline le Jeune propose le 24 août, mais seulement dans une série de manuscrits, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une tradition de copie du manuscrit de Pline qui place l'éruption plutôt à l'automne, au 24 octobre. Donc en réalité, c'est aussi peut-être dû à une erreur de copiste au Moyen-Âge, et par ailleurs, les indices archéologiques vont dans le sens aussi d'une éruption à l'automne, puisque on a par exemple retrouvé notamment dans le domaine viticole, des récoltes qui étaient déjà faites au moment de l'éruption. Il y avait des braseros, les gens étaient habillés chaudement, on a découvert aussi des fruits d'automne, donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'indices qui allaient dans ce sens. Et donc la découverte récente, en fait, c'est une inscription au charbon qui a été découverte dans la maison du jardin à Pompéi, lors des fouilles de la Régio 5. Et donc cette inscription, elle mentionne la date du 17 octobre. Alors étant donné que c'est du charbon et que c'est très fragile, c'est forcément le 17 octobre 79 et pas le 17 octobre 78, puisque cette inscription n'aurait pas survécu pendant des mois. Donc effectivement, c'est vrai que la question de la datation est encore une fois relancée, et avec de fortes présomptions quand même sur une datation de l'éruption à l'automne 79. Alors c'est vrai que le musée était intéressé pour recevoir cette exposition parce qu'on a quand même un certain nombre d'objets ou d'éléments, notamment de fresques, dans notre section vie quotidienne et décors domestiques, dans les collections permanentes, qui ont vraiment un lien direct avec ce qu'on découvre évidemment à Pompéi, puisqu'on parle du processus de romanisation. Alors là c'est vrai qu'on se trouve devant une scène érotique. Nous, il faut savoir que par exemple la fresque de Villa Roma comporte des petites scénettes de grotesques avec des scènes érotiques. Alors à Pompéi, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'on retrouvait ce genre de petites scénettes dans les lupanars ou dans certaines tavernes, mais dans les lupanars, en fait, on montrait une sorte de catalogue imagé des prestations offertes. Donc c'est une œuvre effectivement qui peut entrer, disons, en correspondance avec une typologie d'œuvres qu'on a aussi dans nos collections et qui date à peu près de la même période. Et après, on a bien sûr des objets de la vie quotidienne, de vaisselle, en bronze, en céramique, en verre, qu'on retrouve, dont les typologies se retrouvent aussi en Gaule narbonnaise, parmi les objets qu'on présente dans les collections permanentes. Merci à vous.